Bonjour à tous. Nous sommes mardi, c'est le premier jour ouvrable en tout cas de la semaine. Voyez-vous, la presse est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. Le Messager de ce matin parle de scandale foncier, main basse sur les terres dans le Mungo, c'est le grand titre du journal. Pour dire que mise en cause, donc l'ex-ministre du l'ex-Mincaf, Kounga Bissiki, avec la complicité du préfet Iride Galimgong, arrache donc les terres exploitées par le pharmacien franco-camerounais Taga Fosso Jean-Marie pour les retrocéder donc à leur protéger. C'est ce que le journal propose en page 5. Après une enquête sur une mafia bien entretenue, c'est ce que propose le journal. Le journal parle également de la succession Matip avec le tribunal de première instance du Kribi qui attrape donc le vertige. Pourquoi? La suite c'est en page 2. Je vous invite à parcourir le sujet et on parle aussi du climat sociopolitique. Le Social Democratic Front qui charge le régime Yaoundé, crise anglophone, scandale du riz stocké, pénétrante est de la ville de Douala, autant de sujets évoqués par le NEC, le comité exécutif national du Social Democratic Front qui s'est tenu à Douala ce week-end. C'est en page 3 du journal disponible ce matin également. En kiosque aussi, toujours en kiosque également, on va retrouver le journal Émergence qui parle donc de coupure d'électricité, 37 ans dans le noir, c'est le grand titre du journal Émergence ce matin. Pour dire quoi? La suite est également à découvrir dans le dossier proposé par le numéro en kiosque ce jour. Et puis le journal Équation parle du ministère des Travaux publics avec Nganou Messi qui est bien entendu des défis de la qualité des infrastructures. Tout un article également pour expliquer ce qui se passe sur le plan des grands travaux au Cameroun et surtout ce que Nganou Messi est venu faire à Douala. Tout cela dans le journal. Le journal parle également du transport aérien. Cameco ouvre un centre des opérations à Garoua. C'est à lire aussi dans le même journal, l'équation disponible en kiosque aussi. Le quotidien de jour parle de voirie urbaine. Le mauvais visage de la ville de Yaoundé à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également de Pascal Siakam. Ça ne dépend pas seulement de moi. Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, c'est à la suite de ce qui lui a été reproché lors de son arrivée à Douala au Cameroun. C'est ce que le journal propose également ce matin à lire dans le quotidien Le Jour. Et puis Mutation parle donc de Yaoundé, de l'électricité dans l'air. C'est le grand titre du journal. La suite est à lire dans le numéro de ce matin, à découvrir donc dans le journal. Et puis Info Matin parle dans le rapport insinuation, injonction, résolution. Paul Biya, prêt à mourir pour son pays. C'est ce que propose également le journal en page 3 et d'autres informations à lire dans le même journal. La météo parle dans le complot des Kalachnikov à prix d'or pour tuer Laurent Esso. C'est dans le journal également, dans le dossier à lire de la page 2, la page 3. Le même journal parle également de l'énergie électrique. Yaoundé dans le noir, dossier à lire de la page 5 à la page 8 de ce journal. Et puis le journal indépendant qui en kiosque parle donc de aveu d'échec et d'incompétence. Ben Modo et bien entendu la task force avec les crimes de la task force donc à lire dans le dossier proposé par le journal en page 7 précisément. Opération Épervier, pourquoi il est donc l'homme à abattre? C'est ce que propose le journal parlant notamment du ministre de la Justice. C'est ce qui est contenu dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Et puis le journal Intégration qui est en kiosque parle donc de Ahmad Alami parlant de ce que j'ai fait de la CEAC. Le dossier également dans le journal. C'est la grande une du quotidien Intégration disponible en kiosque ce matin. Le soir hebdomadaire parle de l'arrêté. Ces cadres qui suivront Bemenge à Konengi bientôt. Les noms sont cités dans le journal et avec des explications à la suite notamment des distractions de fonds évoquées par le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à Yaoundé dans le noir. Gaston Lundo Essomba explique également pourquoi Yaoundé dans le noir. C'est dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce jour. Et puis le quotidien de l'économie parle donc de relance de l'économie au Cameroun. Les pistes envisagées par le gouvernement, c'est dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. On parle également d'autres faits dans la plupart des tabloïds. Madame, monsieur, merci d'être encore des nôtres ce matin pour commenter et analyser et décrypter même l'actualité traitée par la presse. Casimir Désiré Tagne, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour aux téléspectateurs. Nous avons fait des pieds et des mains pour arriver ici avec les embouteillages et la pluie, mais vous savez que nous sommes là pour servir nos téléspectateurs et nous le ferons tant qu'on le pourra. Très bien, merci d'être avec nous malgré tout, en tout cas pour ce matin. Bonjour Camille Nelly.
Bonjour Flavien Balondongo, bonjour Casimir Désiré Tagny, bonjour téléspectateurs de Equinox Télévision. Très bien. Alors avec vous, nous commençons par ce sujet qui barre la une du quotidien Le Messager, parlant de scandale foncier. Membas sur les terres dans le Mungo, c'est un véritable souci, un véritable serpent de mer. On apprend de plus en plus, en tout cas, les cas de scandale, en tout cas foncier, au niveau de la presse et dans les tribunaux également. Donc aujourd'hui, on parle donc de ces terres qui ont été attribuées à une personne et même aujourd'hui arrachées à nouveau pour être retrocédées donc aux protégés des noms qui sont cités, les personnalités, anciens ministres des Affaires foncières et le préfet du département du Mungo. Vous savez que pendant longtemps, les journaux ont énormément glosé sur Madame Kouma Bessike, du temps où elle était ministre des Affaires foncières, surtout sur des histoires de détournement, des histoires de captation, des histoires de terres arrachées. Et là, ce matin, le Messager zoome sur un fait particulier, c'est celui d'une superficie de 44 hectares qui avait été acquise il y a quelques années par un Camerounais. Et quelques temps plus tard, il se trouve que à travers l'intervention du préfet du Mungo et maintenant sous la haute mainmise du ministre des Affaires foncières, ce terrain s'est retrouvé plutôt entre les mains de quelqu'un d'autre. Évidemment, l'affaire est en train de chauffer devant les tribunaux, mais dis-t-il que ces histoires où les ministres, les préfets, les sous-préfets se retrouvent toujours autour des scandales fonciers est quand même malaisé, parce que vous voyez très bien que les terres, c'est pour ça qu'il est vrai que quand on dit qu'on est préfet ou sous-préfet, on est chef de terre, mais il y en a vraiment dans l'administration territoriale qui s'imaginent que nous sommes vraiment les chefs de la terre, nous devons gérer la terre comme il se doit. Et cette affaire-là, vous voyez, une personne qui achète 44 hectares dans un département, il y a des moments où même ces 44 hectares sont supérieurs même à la superficie de son propre village. Donc, c'est une affaire de plus qui vient s'ajouter sur toutes celles qui sont amoncelées au-dessus de la tête du ministre Kouma. En tout cas, qui ont mouillé l'ancien ministre des Affaires foncières. Voilà. Voyez-vous, Casimir Désiré Tagny également, c'est un autre dossier qui s'ajoute, comme dit Kaminile. Oui, quand on parle de 44 hectares, j'ai l'impression que les téléspectateurs n'imaginent pas l'immensité du dégât. Parce qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, quand on parle de 44 hectares, c'est 440 000 mètres carrés acquis par une seule personne. Souvenez-vous, Flavien, il y a quelque temps, le jeune enquêteur avait publié un dossier avec un éditorial, je m'en souviens, ce qui était titré « Que cherchent les autorités administratives dans les affaires foncières ?» Et nous prenions l'exemple du Vouri, où lorsque vous arrivez à Douala actuellement, de l'aéroport jusqu'au marché des fleurs, vous allez voir que les emprises des routes de deux côtés sont complètement occupées, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas très longtemps. Sous le gouverneur Congo Edima, et même ceux qui l'ont succédé, on n'a pas vu pareil cas. Tout cela s'est passé en un laps de temps sous le ministre Madame Koum Abessike, qui a utilisé justement les autorités administratives pour non seulement s'enrichir, mais pour déposséder les Camerounais des terres et des emprises nationales. Aujourd'hui, c'est le cas de Irénée Galimgon, qui est préfet du département du Mungo, qui se manifeste encore négativement et toujours dans les affaires foncières. Et là, notre éditorial trouve encore toute son ampleur. Que cherchent les autorités administratives dans les affaires foncières? Et là, nous attirons l'attention du ministre, de l'actuel ministre Yebe Aïssi Henry, qui, vous savez, pour ceux qui ont suivi un peu le parcours de ce ministre, il a toujours été envoyé en sapeur-pompier dans les administrations. Il était, vous vous souvenez, au ministère d'abord des Relations extérieures, ensuite du contrôle supérieur de l'État, enfin de l'agriculture, et aujourd'hui, il est ministre des Affaires foncières. J'ai d'ailleurs participé ou bien j'ai enquêté et j'ai constaté certains dossiers où il est en train de faire des redressements, à l'instar du dossier de 200 000 employés, 200 employés qui ont été spoliés ici à Douala, dans la zone de la Dibamba. Donc nous attirons son attention pour qu'il reprenne le poil de la belle, qu'il sache qu'on peut provoquer la guerre au Cameroun avec cette histoire foncière. Il y a d'ailleurs les Chinois, on a annoncé dernièrement les Chinois qui ont acheté près d'un milliard d'hectares,
au Cameroun qui n'en compte que 475 000 mètres carrés et c'est un peu trop grossier. Donc il faut remettre, parce qu'un jour on va se lever comme ça et trouver que tout le Cameroun est vendu et D'accord, alors, donc le sujet est contenu dans le journal Le Messager de ce matin, en page 5 précisément. Et là, il y a ce sujet, et bien un autre aussi, parlant de la succession de Matip, dont le tribunal de première instance de Kribi attrape notamment le vertige. Et tout cela continue en page 2. Mais vous savez, cette succession Matip enflamme les médias depuis un certain temps et il se fait qu'effectivement, la succession de Maître Benjamin Matip, décédé en 2017, est vraiment très, très, très disputée dans les journaux. Il y a d'abord une première procédure qui est ici à Douala, au sujet de la vente très très irrégulière d'un immeuble de 2200 mètres carrés à Bounandjo, qui a été faite sur la base d'une procuration. Mais cette affaire-là a d'ailleurs occasionné la descente de tout de 4 magistrats dans les cabinets de deux notaires ici à Douala pour comprendre les conditions déjà qualifiées de nébuleuses de cette vente. Mais par contre, là, il s'agit d'une autre procédure qui est devant le tribunal de premier degré de Kribi, où malgré que le tribunal de première instance de Douala avait lu un testament holographe écrit par Maître Matip en 1983, mais qui a été lu en 2017, et bien il se fait que la veuve a organisé un conseil de famille avec des gens ne faisant même pas partie de la famille pour aller obtenir un jugement de résultat devant le tribunal de Kribi. Or, le jugement à la dernière audience tenue le 12 juillet dernier, ben, le tribunal de premier degré a compris que cette dame avait fait une demande de jugement d'héritier et obtenu ce jugement alors qu'il y avait déjà eu la lecture d'un testament holographe. C'est pour cela que le messager revient encore dessus en disant que vraiment ça donne le vertige. Les juges ont le vertige de comprendre qu'une veuve puisse aller obtenir un certificat de vérité alors qu'il y avait déjà un testament holographe qui avait déjà été lu bien avant. Donc c'est en cela que le messager est revenu sur cette affaire d'ailleurs qui est en train de faire le tour des journaux. Casimir Désiré Tagne, le sujet est-il traité tel qu'il le faut selon bien sûr ce que les lecteurs vont découvrir? Ça pourra édifier davantage. Oui, mais c'est la succession Matip pose le problème des grandes successions au Cameroun. Regardez la succession Sopor, ce qu'elle est devenu. Vous vous souvenez l'ancienne polyclinique Sopor qui était l'une des meilleures, qui était même le phare des hôpitaux au Cameroun. Je crois même qui était la première clinique privée et qui offrait des services à merveille. Immédiatement, dès qu'il est mort, les enfants Sopor sont entrés en guerre et aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. C'est pas la seule. Et on nous apprend que même les soins ne sont pas en odeur de sainteté immédiatement après la mort de leur père. Donc, heureusement qu'ici, les juges sont descendus sur le terrain pour aller chez les notaires, parce qu'il y a des notaires véreux, il y a des notaires qui se permettent de transformer le testament du découyus pour donner des faveurs à leurs protégés. Heureusement qu'ici, le tribunal est descendu en train de voir à quel niveau se trouve la vérité. Et nous croyons que tôt ou tard, la vérité jaillira. Très bien. Donc, c'est en page 2 du journal Le Messager. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas rester uniquement à ce journal, mais est-ce qu'il y a quand même des informations intéressantes parlant du climat sociopolitique au Cameroun, avec le Social Democratic Front qui charge le régime Biya, crise anglophone, scandale du riz stocké, pénétrante est de la ville de Douala. Ça fait quand même jaser depuis quelque temps. Ça fait jaser, mais il faut dire que le Social Democratic Front a tenu une de ses assises normales, de ces assises souveraines, dans lesquelles non seulement toute l'actualité est débattue, mais qu'il y a aussi, en fait, même l'activité au sein du parti. On a noté, par exemple, le rapport particulièrement édifiant de Mme Chantal Kamdiwa, la secrétaire nationale des femmes socialistes, qui a mis sur pied et qui a déroulé une stratégie de reconquête des femmes camerounaises, pas seulement des femmes socialistes, mais des femmes camerounaises pour le combat pour la démocratie et surtout l'inscription dans la liste électorale et une meilleure implication des femmes. Mais on a aussi noté, par exemple, cette main lourde de NEC sur 3 femmes qui ont été sanctionnées, dont une qui a été tout simplement écartée, Madame Tamadjon, qui a tout simplement subi les affres on appelle ça quoi, du 8.2 et 3 autres femmes qui ont été justement suspendues pendant 1 an. Pourquoi? Parce que ces dames, au nom, sans consulter le SDF, elles sont parties prendre des engagements sur le plan international. Vous voyez donc, voilà un parti qui est capable de se regarder en face et de régler ses problèmes à l'intérieur. Mais par contre, au-delà
On notera quand même que le SDF a fait un travail de fond dans la stratégie de scruter tout ce qui se passe au Cameroun. Elle a parlé justement de la pénétrante Est, elle a parlé du problème de la surpopulation carcérale, elle a énoncé tout un ensemble de problèmes qui sont d'intérêt national. Et la plus grande surprise là-dedans, c'est que le SDF a décidé de ne pas se présenter à la session de novembre. Si un certain nombre de ces exigences ne sont pas satisfaites, notamment un cessez-le-feu et la reprise de l'école, notamment la démission, la sortie du gouvernement du ministre Nganou Djumessi. Et en tout cas, c'est un article très très intéressant. Oui, qui revient donc sur les propositions importantes et intéressantes après notamment ce comité exécutif national du Social Democratic Front qui s'est tenu samedi à Douala. Il y a eu plein de décisions, des résolutions en tout cas fortes aussi, que la presse reprend ce matin, le Messager précisément. Oui. Disons, comme Camille l'a dit, le SDF est l'une des rares formations politiques qui tient ses assises à date. Mais le SDF nous surprend quelque peu. Souvenez-vous, Camille a chuté tout à l'heure par ça, c'est-à-dire que le SDF demande à ses élus, ses sénateurs et ses députés de ne plus participer à aucune session que ce soit. Pourtant, il y a quelques jours seulement, lorsque le chairman du SDF a été kidnappé par des séparatistes qui lui ont intimé l'ordre d'enlever les parlementaires de toutes les sessions, il a dit que ce n'était pas possible et que ce n'était pas positif pour le Cameroun. Qu'est-ce qui a donc changé entre-temps pour que le SDF subitement décide que ses élus ne doivent plus aller aux assemblées, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat? Qu'est-ce qui a changé subitement? Ça, c'est la question. Et c'est l'attitude d'une formation politique qui me surprend de plus en plus. Le SDF, il n'y a pas très longtemps, était la deuxième formation politique du Cameroun et la première formation de l'opposition. Même si, avec l'avènement du MRC, le SDF a perdu quelques poids, je crois que le SDF ne devrait pas se prévaloir de sa politique. Le SDF reste la première formation politique. Le SDF, s'il n'y a pas encore eu au vu du résultat des élections présidentielles, le Joshua aussi est arrivé en 4e position. C'est-à-dire même Cabral Libi l'a proprement battu. Donc on ne peut plus dire que le SDF est toujours... C'est justement ce qui tue le Camerounais. C'est-à-dire utiliser le passé pour croire qu'on doit gérer le présent. Le SDF doit tirer les conclusions et se remettre à l'œuvre et ne pas tous les jours être en train de tergiverser. Le SDF doit prendre officiellement position sur certaines et avoir sa position à elle-même. Aujourd'hui c'est X, demain c'est Y. Et je parle là justement de l'attitude de New John Fundi et même de tout le NEC qui hier refusait de retirer les élus et aujourd'hui les accepte. D'accord. En tout cas, le traitement réservé de cette actualité réservée par le Messager, c'est de revenir en tout cas sur les conclusions de cette rencontre, importante d'ailleurs, selon bien sûr le Messager. C'est une réunion très très importante, mais Casimir Désiré Taïen, je ne peux pas vous laisser dire que le SDF n'est plus le deuxième parti du Cameroun. C'est le SDF qui a le plus d'élus. Parce qu'il n'y a pas encore eu d'autres élus. Le plus d'élus. Je prends ma base sur la dernière élection. Non. La dernière élection n'était qu'une élection présidentielle. Mais maintenant, quand on regarde au niveau de la représentation nationale, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le SDF est bien le deuxième parti. Et de deux, je ne peux pas vous laisser dire non plus que le SDF change d'avis comme une girouette. Non. Il est vrai que jusqu'à un certain moment, on n'a pas très bien compris la posture du président, du chairman John Fundi, que l'on a parfois qualifié d'erratique, mais au vu des conclusions de ce dernier NEC, on a vu que le SDF s'est penché sur l'actualité actuelle. Et les résolutions qui ont été sorties de là relèvent de l'actualité brûlante. La pénétrante Est qui pénalise tout le Cameroun, je pense que c'est une préoccupation nationale. Le problème maintenant de la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest, dont un cessez-le-feu encore que, il est vrai que le SDF en exigeant un cessez-le-feu entre les autorités et les séparatistes, c'est une
peut-être une espèce de vue d'esprit parce qu'il ne sera pas aisé d'identifier et les séparatistes et maintenant entre les séparatistes eux-mêmes et la bande de bandits qui sont ajoutés. Mais par contre, le fait d'exiger que, par exemple, le problème de cette pénétrante et la sanction sur les ministres Nganou Djumessi et beaucoup d'autres, moi, me paraît assez important. Bon, que le SDF décide de ne plus envoyer ses députés à la session de novembre, c'est son droit, mais il est vrai aussi que même s'il n'envoie pas ses élus, ça ne va pas empêcher l'Assemblée d'obtenir le quorum. Mais toujours est-il que le SDF traduit quand même sa volonté à estimer que si vous ne voulez pas qu'on fasse ensemble, vous allez faire sans nous. Donc je pense que c'est aussi une posture qui est respectable, même si parfois elle peut être discutable, mais elle est respectable. Très bien. En page 3 du journal Le Messager ce matin, alors on va laisser Le Messager pour parler du quotidien Le Jour, qui parle de voirie urbaine, de Yaoundé, le mauvais visage de la capitale politique, et là avec une image d'une route vraiment dégradée, en très mauvais état. Et on parle qu'il y a plusieurs axes comme ça dans la capitale politique. Vous savez que c'était l'apanage de Douala. De Douala et Bafoussam. Parce que les gens oublient toujours Bafoussam qui est dans un piteux état. Et c'est même la ville la plus triste sur le plan de la voirie, la ville de Bafoussam. Et tous ces derniers jours, on a zoomé, on a mis les gros projecteurs sur la ville de Douala pour montrer, et c'est vrai, la ville de Douala a mal à ses routes. Mais on était loin d'imaginer que Yaoundé également était dans ce genre d'état-là, avec une voirie qui est pratiquement négative. Une voirie qui, on se demande même si on est dans la capitale politique, c'est-à-dire le siège des institutions. Et là, on n'a plus que le centre-ville. Lorsque vous les éloignez à 40 km ou bien à 20 km de Yaoundé, après Etoudi ou au niveau de Bala, vous allez vous rendre compte, vous allez vous demander dans quel pays on est. Donc, et ça traduit encore là ce que fait Ateba Ene appelé le paradoxe du pays organisateur. Nous sommes tellement surpris que la ville de Yaoundé se retrouve dans cet état-là alors que c'est le siège des institutions. Je crois que c'est une très bonne c'est une très belle façon d'attirer l'attention, même comme il y a un ministre que je ne veux pas citer qui croit qu'on doit toujours présenter la face positive du Cameroun. Je crois que la presse est le thermomètre. Un thermomètre présente la température telle qu'elle est. Lorsque vous êtes à 39, à 40, le thermomètre vous donne votre température réelle, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Et le fait de casser le thermomètre, comme le ministre Latte veut le faire, ne changera en rien dans la température du malade qui est le pays, qui est le Cameroun, avec ses infrastructures routières. Le sujet fait le tour, j'allais dire, et continue dans le journal Le Jour ce matin pour dire que, parlant de la voirie, avec le mauvais visage de Yaoundé, le traitement que le journal propose donc à réserver à ce sujet permet aujourd'hui de comprendre justement l'état de la ville de Yaoundé. L'état de la ville de Yaoundé est connu pour ceux qui y vont de temps en temps. L'état de la ville de Douala est connu pour ceux qui y résident ou qui y arrivent de temps en temps. Et l'état de la ville de Yaoundé est encore davantage aggravé par le seul fait que la capitale politique du Cameroun, une bonne partie de la capitale, est complètement dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Oui, on va en parler, c'est la suite notamment. C'est tout simplement triste. Mais moi, je pense que Casimir Désiré Tagné, quand vous parlez de la situation du Cameroun, vous avez absolument raison. Vous avez raison qu'il y a des choses tellement difficiles que les Camerounais vivent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. Mais ne dites pas que le ministre de la situation territoriale veut casser le thermomètre. En croyant casser le thermomètre, il va faire baisser la tire. Mais vous savez très bien que quand on utilise le thermomètre, quand on l'a retiré, pour bien lire, on le secoue un peu et on le remet. Donc moi je pense que le ministre attend à secouer le thermomètre. Il est juste en train de secouer le thermomètre. Avant de le remettre, secouer le thermomètre pour avoir la bonne température, mais surtout sa sortie. Moi j'ai l'impression qu'elle a été mal interprétée. Cette sortie est beaucoup plus une interpellation à la responsabilité qu'une menace de franchir. Il est vrai qu'il a le pouvoir de mettre à exécution un certain nombre de mesures, comme tout ministre de l'administration territoriale qui est souverain pour la préservation de la stabilité dans tous les pays. On a vu Moutemba, ça l'a rappelé l'autre jour, Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, c'était un ministre qui était extrêmement dur. Donc, M. Atangani, en passant à Douala, en faisant le round-up, non seulement de la situation sécuritaire, parce qu'il a tenu compte de tous les rapports qui arrivent de Douala pour l'évolution de la criminalité. Il n'y avait pas que les journalistes, il y avait surtout les responsables de la sécurité. Donc,
moi je pense que le message de M. Atanga Ndi a été lu un peu avec des vers un peu déformants. Il est vrai qu'il était dur. Il est vrai qu'il a demandé aux autres de faire preuve de responsabilité. Sinon, 3 points de suspension. Mais tout après, il faut reconnaître aussi que certains médias ou bien certains intervenants sur les plateaux de télévision ne font pas tellement preuve, ils ne mettent pas tellement de gants pour dire un certain nombre de choses. Alors, je retiens de vous qu'il a secoué le thermomètre. Il a secoué le thermomètre. Il faut le retenir, Flavien, que Yaoundé n'est pas aussi négatif, la capitale, que l'on pense. Il y a eu beaucoup d'avancées dans la ville de Yaoundé qu'il faut relever. Par exemple, par exemple, ces gros drains qui ont été construits et qui empêchent ces monstrueuses inondations qu'on a connues. Mais Casimir, déjà, quand vous parlez de drains, regardez les drains qui ont été construits, vous voyez des drains de 1 mètre ou 1 mètre et demi. Par rapport, ici, vous regardez le rapport depuis ici. On se demande comment ces personnes qui ont construit les drains à Douala. Mais là, vous parlez des drains de Douala. Moi, je parle des drains de Yaoundé qui sont suffisamment gros, qui empêchent, vous n'avez plus entendu parler des inondations à Yaoundé. Par contre, à Douala, il faut remettre en cause la qualité des drains qui sont en train de construire. Et c'est vrai, c'est une très grande entreprise qui est en train de les construire. Mais j'ai l'impression que le cahier des charges ne lui a pas donné suffisamment le coup de France pour qu'il fasse des gros drains qui peuvent empêcher. D'ailleurs, les inondations continuent à Douala. Malgré ces drains-là, encore qu'il va falloir les acheter à quoi, aller un peu à Bonapriso. Moi, je connais un directeur général d'une entreprise de Douala. Lorsqu'il pleut, il demande la maison du voisin pour garer sa voiture parce qu'il y a tellement d'inondations chez lui. Et c'est pourtant un directeur général. D'accord. Alors, dans le quotidien, le jour parle donc de ce mauvais visage de la ville de Yaoundé avec l'état des routes qui sont donc aujourd'hui, l'état des routes de cette ville qui laisse à désirer pratiquement, c'est ce que le journal propose, et aussi mutation qui parle de l'électricité dans l'air, parlant de Yaoundé. Justement. Oui, justement. C'est le seul titre. Et vous voyez que Mutation est en train de nous habituer à une certaine titraille, à une certaine façon de titrer, qui est très agréable et qui explique tout. On n'a pas eu une image en vaut 1000 mots, hein, comme on le sait. Il a mis un gros tableau noir et il indique qu'il y a de l'électricité dans l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des problèmes d'électricité à Yaoundé. Il y a tous les problèmes possibles autour de Yaoundé, avec ce qui se passe au Cameroun, de l'est à l'ouest, du sud au nord, de tous les côtés, avec la crise anglophone, avec Boko Haram de l'autre côté, et maintenant, il y a d'autres problèmes créés par les administrateurs même. Vous ne pouvez pas concevoir, Flavien Dongo, que le chef d'État décaisse 1 milliard de francs CFA pour distribuer aux sinistrés de la catastrophe des États du 21 novembre ou octobre 2016 et que 3 ans après, on publie une liste des 744 personnes qui viennent pour prendre un chèque de 32 000 et l'autre de 79 000. À base de quoi? Globalement, s'il fallait distribuer cet argent, c'est les 744 personnes ont d'abord au moins 1 million de francs. Et ceux qui ont eu des préjudices graves, le reste ont le leur reparti. D'où vient-il que tous les jours, on doit créer des problèmes dans notre pays, des problèmes qui n'avaient pas lieu d'être? Et c'est tout ça qui fait cette électricité dans l'air, encore même qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, à l'heure où nous parlons, depuis 1 semaine. Et on nous dit que c'est juste un transformateur qui a pris feu. Donc un transformateur peut mettre toute la ville de Yaoundé dans un état, dans l'obscurité totale. Ouais. Un seul transformateur, donc on n'a pas de politique pour prévoir, on ne prévoit rien. Tout nous tombe sur la tête. Il n'y a pas de technicien pour dépanner, il n'y a pas d'autres transformateurs de dépannage, il n'y a absolument rien. Et on se demande donc finalement dans quel état est-ce que nous nous trouvons. Et dans tout cela, dans l'impunité totale. Ok. Alors, vous avez parlé des questions d'argent. Comme vous le savez, c'est un Français qui le dit. Là où il y a l'argent, la logique disparaît. Non, je reviens pour dire que j'ai beaucoup apprécié le titre de Mutation ce matin, qui est un titre absolument... c'est une gymnastique. Il demande une gymnastique intellectuelle assez intéressante. Non seulement de l'électricité dans l'air, parce que quand on regarde, on voit qu'il y a l'électricité dans l'air, mais il n'y a pas d'électricité dans la ville. Et maintenant, quand on dit pas d'électricité dans l'air, c'est ce climat assez délétère qui règne au niveau des administrations. Les gens se regardent en chien de France, personne n'est content. Les scandales financiers sont toujours camouflés, ou
ou alors on n'en parle pas. On parle encore de certaines de certains commis et certains responsables qui attendent de monter sur la charrette du TCS. Maintenant, il y a des gens qui se disent qu'il y a un remaniement qui est imminent, qui va partir, qui va rester, qui va être déchargé, qui va être envoyé à prison. Bref, il y a un climat absolument tendu, un climat électrique. Et c'est pour ça que le titre de mutation est assez intéressant pour décrire un peu cette ambiance de tension permanente, mais de tension subliminale qui est à Yaoundé et qui va durer jusqu'à ce que le chef de l'État lui-même prenne peut-être la décision de dire quelque chose, parce qu'il y a aussi ça qui manque. Moi, je pense que la prise de parole présidentielle est très très importante et elle est fortement attendue, mais il ne dit rien. Voilà autant aussi une préoccupation qui fait que les gens se demandent qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il peut dire. Pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Donc, moi, je pense que toutes ces choses concourent à maintenir ce climat électrique que, justement, mutation présente si bien. Et dans ce climat et puisque vous parlez de noir, de Yaoundé qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'énergie, il y a le soir hebdomadaire qui fait savoir que Gaston Elundou Essomba s'est expliqué sur cette question. Et Gaston Elundou Essomba, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, a dit quelque chose de très grave. C'est-à-dire que ce problème, le transformateur qui a été incendié couvrait 25% de la capitale politique. Donc, vous voyez, il y a pratiquement un quart de la ville de Yaoundé qui se retrouve ainsi dans le noir. Et il a dit quelque chose de très grave en démontrant qu'il faudrait attendre 3 à 6 mois pour dépanner cette histoire-là complètement. Donc les Camerounais vont souffrir encore pendant 3 à 6 mois. Il n'est même pas précis. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 5 mois. Donc ça peut aller même jusqu'à 6 mois. On doit, pour un simple transformateur, avec ce pays qui a autant de barrages électriques qui ont été construits tous ces derniers temps, et où on ne devrait plus parler ni de délestage, ni de problèmes d'électricité. Et je dis, pour revenir au titre de mutation, avec cette électricité dans l'air, je dis à côté de tout ce que Camille a cité là tout à l'heure, et en plus de ce que j'ai cité, il y a la flamme de l'opération épervier. Il y a, je veux dire, l'oiseau, l'épervier qui rôde toujours autour de certaines personnes. La dernière plus grosse proie, c'est Bemengue, qui est en prison actuellement. Et vous mais on nous signale qu'il y a encore des personnes autour de lui qui seront arrêtées. D'ailleurs, il y a déjà certaines personnes qui sont en fuite. C'est un journal de Yaoundé qui nous l'a informé ce matin, à savoir le fils du PCA et le fils du PM, qui étaient dans le siège de Bemengue. Mais il y a également le cas du ministre, de l'ancien ministre des Affaires foncières, Kouma Bessike, que l'on a cité tout à l'heure dans les affaires du Mongodon. Tout cela, c'est autant d'électricité dans l'air, c'est autant de choses qui font que l'atmosphère n'est pas bonne à vivre à Yaoundé en ce moment. Et il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Et lorsqu'il y a de l'électricité dans l'air, c'est difficile de respirer. Très bien. Alors donc, le soir hebdomadaire parle justement de ces cadres qui suivront Bemengue à Konegui dans quelques jours, à la suite notamment de cette affaire d'opération épervier et concernant l'arrêté. Est-ce la vérité? Est-ce du saupoudrage? Non, on ne sait pas trop bien. Mais on pense qu'il ne sert à rien d'arrêter une personne, d'attendre 2-3 semaines et d'arrêter quand un dossier est ficelé. Moi, je pense qu'on le met en exécution et il va. Alors, cette façon homéopathique d'arrêter les gens, c'est comme si, en fait, on veut donner la possibilité aux gens de rester dans un suspense permanent. Pour l'opération épervier, on a toujours des doutes sur la sincérité, sur le bien fondé, même sur l'efficacité de cette structure qui maintenant choisit ces dossiers, qui les traite à l'envi et maintenant qui donne la possibilité au peuple parfois de se délecter en voyant passer la charrette de la dernière cuvée de personnes arrêtées. On annonce là tout de suite que le fils du président du conseil d'administration et le fils du PM est premier ministre. Mais quel premier ministre? L'ancien ou le nouveau, ou bien d'un ancien? Il faudrait être précis. Mais toujours est-il que ces journaux qui sont toujours en train d'annoncer l'arrestation, il y a même des journaux parfois qui disent que voilà, on est encore en train de rénover 15 cellules pour les prisonniers de luxe dans telle ou telle prison. Non. Moi, je pense que la situation est suffisamment compliquée. Il y a un certain nombre de problèmes importants à régler et les responsables doivent tenir vraiment à cœur la résolution de ce problème. Quand on parle du problème de l'électricité, monsieur, le ministre de l'énergie ne peut pas faire une démonstration par l'absurde en disant que non, ça va s'arranger d'ici 6 mois. Non, c'est pas possible. Une situation comme celle-là doit être résolue dans l'urgence. Et parce qu'il ne résout pas ce genre de situation dans l'urgence, le Cameroun continue à croupir dans la médiocrité. Imaginez, j'ai toujours dit ici que le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique centrale
dans lesquels l'électricité est transportée par des poteaux en bois. Allez au Tchad, allez en Guinée-Équatoriale, allez au Gabon à côté. Vous allez voir, vous allez vous demander, mais nous sommes dans la préhistoire. Mais pourtant, nous avons des ministres de l'eau et de l'énergie qui voyagent en Europe, qui voyagent même dans ces pays-là, qui voient comment l'énergie électrique est Ne transportée. touchez pas au gombo de la deuxième personnalité de la République. Bon, là, alors, vous êtes en train de parler justement de cette deuxième personne qui a le monopole, justement, de ces poteaux en bois. On en parlera, on reviendra peut-être dessus un jour. Et peut-être qu'un jour, on a quand même vu le scandale, le scandale sur ces poteaux en bois. Ouais. Mais toujours est-il qu'il est impossible que dans une situation comme celle-là, où les gens sont dans le noir, du matin au soir, depuis une semaine, qu'on leur demande, et que le ministre leur dise que non, attendez, on va régler ça d'ici 3 mois, 4 mois. Et parlant même de l'opération Épervier, il faudrait qu'on profite de là, qu'on nous fasse le bilan même de l'opération Épervier. Depuis que cette histoire est là, qu'est-ce que ça a rapporté, qu'est-ce que ça rapporte aux Camerounais, en dehors de ces personnalités que l'on jette en prison, quand bien même ils ont la volonté de rembourser, ou bien alors qu'ils ont des biens qu'on pouvait saisir pour rembourser leurs dettes. Le tout n'est pas de jeter les gens en prison, il faut renflouer les caisses qui ont été décaissés, il faut les renflouer, ces gens ont suffisamment de biens, on peut les saisir, le tout n'est pas de les mettre en prison. Les mettre en prison n'apporte absolument rien aux Camerounais. Ils vont sortir, les utiliser. Pourquoi pas, justement, vous voyez. D'accord. Alors, donc, le soir, tu demandais parle justement de l'arrêté avec ces cadres qui suivront Bemengue à Konegi bientôt. C'est ce que dit le journal. Il nous reste peu de temps encore à passer ensemble sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin, on va le dire. Laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose. Plusieurs titres. Vous aurez donc la chance. Merci, bonne journée à vous. Nous sommes mardi, c'est le 10e jour de la semaine. Nous n'avons pas eu le temps de souhaiter Bakadassala à nos amis musulmans. C'était hier, vous voyez, c'était un jour où la presse n'est pas disponible. Nous l'avons fait vendredi. Voilà, merci. Merci à vous. Demain, nous serons encore sur ce plateau pour la deuxième édition de la semaine, pour ce qui est des jours ouvrables. Donc, bonne journée à tous et à demain.